Aux origines du décollage économique. Comme nous l'avons vu avec la société traditionnelle, un certain nombre de caractéristiques vont préparer le basculement historique qu'incarne ce que Rostov a appelé le décollage. Sur le plan politique, c'est l'achèvement de l'unité de plusieurs États-nations sur le continent européen, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, qui vont ainsi former de vastes espaces pour le commerce. Sur le plan sociétal, c'est l'émergence d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui est issue du développement de ce même commerce. Sur le plan technique, plusieurs inventions, principalement la boussole et la caravelle, vont permettre l'apparition d'un commerce transatlantique, le honteux commerce triangulaire qui permet, entre le vieux continent, l'Afrique et l'Amérique, l'essor des échanges. Sur le plan capitalistique, ces échanges vont créer les premières firmes multinationales, les compagnies des Indes orientales, occidentales, qui, des Pays-Bas à la France, en passant par l'Espagne et le Royaume-Uni, apparaissent et accumulent les premiers capitaux qui serviront aux étapes suivantes. Sur le plan productif, les manufactures voient le jour et permettent de sortir de la monoproduction agricole que l'humanité avait connue jusqu'à cette époque des XVIe, XVIIe siècles. Sur le plan démographique, la densité augmente, ainsi que l'espérance de vie. Les denrées venues du Nouveau Monde permettent de compléter les rations alimentaires et de prolonger la vie des individus. La densité favorise l'émergence de pôles commerciaux dans les villes, autour desquels vont pouvoir se greffer de nouvelles activités indépendantes de l'agriculture. Sur le plan économique, c'est la première phase de croissance, mais c'est une croissance extensive, c'est-à-dire qui augmente les quantités produites, c'est-à-dire le phénomène de croissance en tant que tel, non pas par une intensité de l'utilisation de ce qui permet de produire, mais par une extension, en particulier géographique, des moyens de production. Tous ces phénomènes vont donc amener un grand nombre d'auteurs à s'interroger sur cette nouvelle donne. Nous en observerons deux plus particulièrement. D'un côté, Jean-Baptiste Colbert, et je dirais à l'autre extrémité de l'arc politique de l'époque, puisque Colbert était le premier servant du régime d'absolutisme en France, le fondateur du libéralisme, John Locke, en Grande-Bretagne. Le colbertisme, cette première forme de doctrine économique qui reprend a posteriori le nom de son fondateur, le surintendant général Jean-Baptiste Colbert, nommé par Louis XIV pour gérer le royaume de France, comprend trois grands principes qui seront repris et surtout critiqués par les économistes qui vont succéder à cet ex-premier ministre, puisque la fonction en question correspondrait aujourd'hui à celle du Premier ministre de la Ve République. La première idée, c'est que l'or incarne la valeur, incarne la richesse. Pourquoi ce constat ? Eh bien parce que la découverte des Amériques a provoqué dans l'ensemble du continent européen un phénomène d'inflation
qui va marquer les esprits. Et très nombreux seront ceux qui, dans leurs écrits politiques, philosophiques et les premiers écrits économiques, se poseront la question de l'origine de ce phénomène. Quel est ce phénomène? L'inflation, c'est en fait un déséquilibre entre la masse monétaire en circulation, c'est-à-dire l'ensemble des moyens de paiement qui sont utilisés pour consommer, pour demander. C'est l'expression de la demande. Et elle se fait donc sous forme de monnaie utilisée pour l'échange. Et d'autre part, les biens et services disponibles, c'est-à-dire l'ensemble des produits qui sont réalisés par les acteurs de la vie économique pour être vendus, pour être commercialisés. C'est l'offre. Eh bien, lorsque la masse monétaire en circulation est en valeur supérieure à la valeur des biens et services disponibles, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, c'est l'inflation. Et bien souvent, ce déséquilibre se traduit par une hausse des prix. Mais la hausse des prix n'est en fait que l'expression du phénomène. Le phénomène est plus complexe, c'est cet écart entre les valeurs de l'offre et de la demande. Le choc économique que représente la conquête des Amériques et l'exploitation des mines d'or, des mines d'argent du Nouveau Monde se traduit par l'arrivée de masses considérables de ces métaux précieux qui provoquent une inflation puisqu'il y a plus de masse monétaire que de production dans le vieux monde, le vieux continent. Ce choc, ce déséquilibre économique pousse donc les acteurs, les principaux décideurs à s'interroger sur cette origine. Et donc, tout un travail va se faire au niveau de l'utilisation de la monnaie, et en particulier de la première forme monétaire qui est employée, l'or. Donc, pour les mercantilistes, Colbert étant considéré comme l'un des principaux auteurs de ce courant, défini a posteriori par Adam Smith, eh bien, c'est ce métal précieux qui incarne la valeur, qui incarne la richesse, et qu'il faut donc accumuler. Il va donc développer deux autres principes pour collecter, pour collectionner l'or et le conserver. Premier principe, l'État, le quatrième agent économique, principal agent des administrations publiques, doit agir dans le circuit économique pour pouvoir diriger, créer des entreprises, créer des produits, les vendre et en particulier les exporter pour être payés en or. Colbert va ainsi multiplier les manufactures à travers le territoire français. Les manufactures des soieries de Lyon, les manufactures des tapisseries d'Aubusson. Chaque ville de France va hériter d'une production particulière, d'une production de luxe, pour que les cours européennes, en particulier la cour espagnole, achètent ces produits pour meubler, pour décorer les différents palais et autres demeures de ceux qui avaient pu obtenir l'or des Amériques. Et ainsi, la France, à travers cette intervention de l'État, pourra, à la suite des principes développés par un prédécesseur de Colbert, le surintendant Sully, encaisser et accumuler cet or pour le conserver. Mais Colbert a un autre souci, une autre inquiétude. Si cet or rentre en France par un échange commercial, il pourrait tout aussi bien, par la même procédure, quitter l'espace national pour acheter d'autres produits. Et donc il va compléter ce premier principe de l'intervention de l'État dans la vie économique par un deuxième principe en fondant ce que l'on appelle le protectionnisme.
Le protectionnisme consiste à protéger nos frontières de la concurrence des produits extérieurs. À l'époque de Colbert, c'était pour que l'or que nous avions réussi à récupérer d'un commerce avec l'Espagne ne soit pas réutilisé pour importer de nouveaux produits. Et donc pour éviter ce risque, il va ériger le territoire de douane et la toponymie de la carte de géographie de la France est aujourd'hui encore marquée par des chemins des douaniers ou dans les Alpes par des chemins des contrebandiers, parce que lorsqu'il y a en général un douanier, il y a toujours quelqu'un qui cherche à contourner le poste de douane. Donc ces douanes sont mises en place pour interdire, pour taxer, pour contrôler les importations.